Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Le 23 mars 2018, Radouane Lagdim vole une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant grièvement le conducteur. Il se rend alors à la caserne de La Périne du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine avec pour objectif de tuer des militaires. Il s'en prendra finalement à un groupe de 4 CRS de la compagnie en blessant grièvement l'un d'eux. Et Radouane Lagdim se réfugie dans un Super U à Trèbes. Il tue 2 personnes avant de prendre en otage une caissière de l'établissement nommée Julie. Et un groupe de gendarmes de Carcassonne pénètre dans le magasin en compagnie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui prend la place de l'otage. Arnaud Beltrame est alors égorgé par le terroriste et ce dernier sera exécuté après l'assaut du GIGN. Et on va en parler ce matin avec Julie Grand qui notamment était la caissière en question qui écrit ce livre « Ma vie, sa vie pour la mienne » aux éditions Artege en collaboration avec Marc Hainaut. Alors avant, je présente donc notre partenaire du jour, François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Nous sommes avec Marc Hainaut. Bonjour Marc Hainaut. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et auteur de ce livre « Qui en veut aux catholiques » aux éditions Artege. Et puis nous sommes avec Julie Grand. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, donc vous êtes la caissière en question de cet attentat. Vous avez écrit Sa vie pour la mienne aux éditions Artege, qui est donc un témoignage. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos auditeurs et raconter ce qui s'est passé à ce moment-là, ce jour, ce 23 mars 2018 Alors, je sais que c'est compliqué pour vous. Si vous voulez, je peux donner la parole à Marc Hainaut pour commencer. Donc vous avez écrit en collaboration avec Julie ce livre. Déjà, pourquoi vous avez accepté d'être en collaboration avec Julie pour écrire ce livre ? Parce que lorsque l'éditeur d'Artege m'a appelé, il m'a dit je cherche quelqu'un pour une mission assez particulière et cette mission particulière c'était le témoignage, le livre témoignage donc de Julie qui a été prise en otage par Radouane Lagdim dont avec qui Arnaud Beltrame a échangé de place. Et c'est vrai que ce sujet, médiatiquement parlant, il était resté dans toutes les mémoires puisqu'il avait énormément marqué marqué l'opinion, le geste héroïque d'Arnaud, enfin le geste d'un grand professionnalisme d'Arnaud qui a mené sa mission jusqu'au bout, avait ému la France entière et bien au-delà. Et il y avait en plus derrière cette histoire, derrière ce témoignage, il y avait aussi tout un parcours humain, un parcours de foi, un parcours du combattant presque, pour employer un champ lexical un peu martial, qui m'avait beaucoup ému et j'avoue que ma rencontre avec Julie m'a convaincu qu'il fallait vraiment écrire ce livre, même si ça allait être difficile pour elle, et je suis désolé de parler à sa place, elle me corrigera si besoin. Ça a été difficile, mais je pense que ça a été nécessaire, d'une part parce que ça donnait un témoignage inédit sur le geste d'Arnaud Beltrame, et en plus c'était un magnifique témoignage de résilience pour toutes les personnes victimes, que ce soit du terrorisme, d'un quelconque accident de la vie, et montrer que même si c'est difficile, on peut se relever, on peut se battre pour soi-même et pour les autres, et vraiment c'était un très beau livre, je trouve. Alors, donc Julie, c'est peut-être compliqué pour vous de parler de ce qui s'est passé ce jour du 23 mars 2018. Est-ce que vous voulez en parler ou est-ce qu'on parle plutôt du livre ? Pourquoi vous avez voulu écrire ce livre ? Il y a une nécessité parce que vous êtes quelqu'un plutôt pudique, donc ça a été quand même dur pour vous de vous livrer. Ce qui me bloque, c'est la question « présentez-vous ». Je ne sais jamais par quoi commencer. Je sais jamais par quoi commencer à la question présentez-vous. En fait, j'avais pas grand-chose à faire dans ce magasin. À l'origine, je suis ingénieure en management, qualité, sécurité, environnement, et je faisais une pause professionnelle à ce moment-là. Après la naissance de ma fille, j'avais eu besoin de faire un job alimentaire pour avoir du temps à consacrer à ma fille et la voir grandir au moins sur ses premières années. En job alimentaire, je n'avais pas trouvé de place, comme je n'avais pas trouvé de poste de secrétariat ou d'assistante, et j'avais fini par trouver ce poste de caissière, hôtesse d'accueil.
au supermarché où je faisais mes courses à cette époque-là. Euh, et ce jour-là était un jour comme les autres, une matinée bien remplie à faire de la location de véhicules utilitaires. Je rentrais, je sortais du magasin. J'étais à ce moment-là au téléphone avec une collègue des bureaux quand j'ai entendu un premier claquement. Et comme la plupart des gens, je n'ai pas identifié ce claquement comme un coup de feu. J'ai cru que c'était une palette tombée au sol, alors qu'en fait, il s'agissait du premier meurtre dans le magasin. Et c'était le meurtre de Christian, notre collègue et ami, le boucher. Et c'est au deuxième claquement de palette que j'ai levé le nez de mon travail. À ce moment-là, j'ai vu un bras tendu en l'air et un coup de feu tiré en l'air. Je me suis baissée et j'ai entendu Allahu Akbar. J'ai réfléchi quelles étaient mes solutions pour sortir de ce recoin du magasin. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir plus que ça. J'entendais la voix du terroriste se rapprocher de l'endroit où j'étais. Donc je me suis glissée dans le bureau à l'arrière de l'accueil. Et en fait, le terroriste est entré tout de suite dans le bureau. C'est tout juste, il m'a regardé. En entrant, il m'a dit bon, allez, c'est bon, j'ai mon otage. Allez, sors de là, je te ferai pas de mal. Viens, on appelle les flics. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai un peu de formation pour gérer le stress et communiquer en situation difficile, délicate. Et je me suis mis en mode automatique en utilisant toutes ces techniques-là. Je l'ai regardé. Je me suis dit, ok, c'est un jeune énervé, mais si ça se trouve, ce sont des balles à blanc. Moi, j'avais pas vu les meurtres se produire. Si ça se trouve, ce sont des balles à blanc. Je sais pas ce qu'il veut, mais voilà, je vais me concentrer sur mon attitude, mes mots, pour ne pas l'énerver et faire ce qu'il me demande. Voilà. Et de là, j'ai fait ce qu'il me demandait, j'ai appelé le 17, j'ai répondu aux questions du 17. La gendarme au bout du fil m'a dit surtout de ne pas raccrocher. Donc je comprenais qu'ils allaient continuer à écouter et à enregistrer tout ce qu'il se passait. Je me sentais aussi moins seule, je sentais que j'avais un lien avec l'extérieur. Et de là a commencé un long moment seul avec lui. Et en fait, c'était un long moment à discuter. Mmh. Il ne me menaçait pas directement, il ne me tenait pas en joue. Il a il a justifié d'abord de son acte, de sa colère envers la France, des injustices qu'il avait perçues. Il m'a aussi raconté lui-même son périple et les meurtres qu'il venait de commettre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la situation était bien plus grave que ce que je m'étais imaginé. Et je me suis absolument concentrée à rester dans le présent, à gérer mon stress, éviter de me projeter, éviter de penser à ma fille ou à la suite, et me concentrer, vraiment me concentrer sur ce que je pouvais lui renvoyer comme message verbal, non verbal, pour conserver le peu de respect qu'il avait pour moi, quoi, pour ma vie. Ensuite, la situation s'est absolument tendue à l'entrée des forces de l'ordre dans le magasin. Voilà. C'est à ce moment-là qu'il s'est glissé derrière moi. On était dans l'encadrement de la porte, derrière l'accueil. Et les gendarmes ont formé une ligne en avançant progressivement et en nous tenant en joue. Le terroriste était bien caché derrière moi, son arme était posée sur mon crâne, son couteau sur mes côtes de l'autre côté. Et l'échange entre le terroriste et ce groupe de gendarmes était très très tendu.
Et je pensais vraiment qu'on était arrivé au point où les balles allaient fuser. Voilà. Et c'est à cet instant-là qu'on a entendu vos gueules, les gars, reculez, je prends. Et on a vu apparaître Arnaud Beltrame de l'autre côté des caisses. Il a tout de suite engagé le dialogue avec le terroriste et j'ai tout de suite entendu que c'était un grand professionnel, un excellent négociateur. Il choisissait très très bien ses mots et sa posture. Le terroriste était très nerveux et l'a provoqué en lui proposant de mourir, en lui demandant si lui voulait mourir. Et Arnaud Beltrame a saisi la balle au bond en disant non mais la petite dame n'a rien fait, laisse-la repartir, moi je représente l'État, prends-moi à sa place. Voilà, ça a duré quelques minutes pendant lesquelles Arnaud Beltrame n'a pas cessé de répéter cette phrase de différentes manières possibles pour proposer l'échange et avancer petit à petit dans notre direction. Au bout d'un moment, Arnaud Beltrame était entré dans la pièce avec nous et il y a eu un blanc. J'ai senti que c'était le moment pour moi de partir, que le terroriste était prêt pour l'échange. Et j'ai posé la question à haute voix, j'ai pas eu de réponse, donc j'ai avancé lentement et je suis sortie de la pièce en me disant que je pouvais très bien prendre une balle à ce moment-là. J'étais vraiment clairement terrorisée, mais j'ai pu sortir de la pièce et voilà, en laissant Arnaud Beltrame à ma place. Et vous avez entendu après ce qui s'est déroulé, vous voulez en parler ou c'est trop dur pour vous en ce moment? Ce qu'il s'est déroulé ensuite, oui. J'ai été évacuée immédiatement par les gendarmes et je suis allée retrouver les clients et mes collègues qui étaient regroupés dans le magasin d'à côté. J'ai simplement appris dans l'après-midi que Arnaud Beltrame était encore seul avec le terroriste. J'ai appris en fin de journée que Arnaud Beltrame était grièvement blessé. Et le couperet est tombé le lendemain matin quand ils ont annoncé son décès. Là, c'était c'était un coup dur de plus d'avoir perdu un homme d'exception comme lui, un grand professionnel. Alors, ce que vous dites dans votre livre, et après je vais donner la parole à François Bousquet, c'est que vous n'avez jamais senti de la culpabilité, en tout cas vous n'êtes jamais senti évidemment responsable de la mort d'Arnaud Beltrame, mais c'est un autre sentiment, un sentiment de colère qui vous a envahi. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne porte pas la culpabilité première, immédiate, brute qu'on peut imaginer que je puisse avoir. C'est plus subtil que ça. Je lui suis infiniment reconnaissante. Mais dans l'action d'Arnaud Beltrame, on voyait parfaitement que c'était un homme qui portait vraiment... il portait sur lui sa mission première de soldat, qui est de protéger la vie, quitte à prendre des risques. Cette démarche d'Arnaud Beltrame, je l'ai perçue immédiatement dans sa posture, la manière dont il s'y est pris. Donc, quelque part, il aurait fait ça pour n'importe qui. Et il s'est substitué à moi, surtout avec l'idée que lui avait bien plus de chances de s'en sortir vivant que moi. Il avait bien plus d'outils, de capacités, de compétences et la connaissance des procédures des forces de l'ordre. Alors, François Bousquet. Alors, Marc, vous voulez, en fait, je trouve que c'est un point qui est extrêmement important, d'autant que le procès a lieu en ce moment et que, justement, est mis sur la table. Est-ce que Arnaud Beltrame a eu raison d'agir de la sorte? Et en fait, je trouve que Julie le raconte très bien. La situation était totalement figée. Il y avait le terroriste. Le terroriste était entre le terroriste et cette espèce de peloton d'exécution qui avançait. La situation était figée. Donc, pour les forces de l'ordre, en soi, le gros du travail était fait. Les autres otages étaient mis en sécurité et il n'y avait plus que Julie, entre guillemets. Et en fait, si Arnaud n'avait
n'avait pas fait cela, effectivement, on aurait pu penser qu'effectivement les balles seraient pour Julie à un moment donné. Et moi, ce qui m'a frappé là, quand on lit un petit peu les témoignages des différents gendarmes qui ont connu Arnaud ou qui ont été sous ses ordres, ils disent en fait ce geste ressemble totalement à Arnaud Beltrame. Et l'ancien négociateur en chef du GIGN a dit tout en ne disant pas Arnaud Beltrame a eu totalement raison de le faire, il a dit je pense qu'à sa place, face au même dilemme, j'aurais fait la même chose. C'est en fait, il faut pas voir Arnaud Beltrame comme un espèce de héros idéaliste qui, pris par un espèce d'accès de mysticisme, en fait, s'est dit je vais offrir ma vie gratuitement comme ça. Arnaud Beltrame, on en parlera plus tard, mais c'est quelqu'un qui projetait de se marier, qui avait quand même une vie à construire à côté. Arnaud, pour moi, c'est vraiment un homme de devoir qui a vécu son devoir de gendarme jusqu'au bout, qui est de protéger, il l'avait dit d'ailleurs, et Julie le dit dans son livre, il avait dit je n'ai pas l'intention de mourir en héros, mais je ne supporterai pas une perte civile de plus. Il l'avait dit, donc il y était préparé, et c'était un homme qui avait un sens aigu du devoir, et il avait bien vu que dans cette situation, l'hypothèse la plus probable était qu'effectivement le terroriste serait neutralisé, mais que l'otage risquait beaucoup plus que lui. Lui, il était formé pour intervenir, il s'est rapproché de terroriste au maximum pour tenter, je pense que dans son esprit, il y avait eu la volonté de tenter de le neutraliser. Donc ça, c'était juste pour dire par rapport à tous ceux qui lui font un procès sur il a agi en dehors des clous, il a agi par un accès de chevalerie ou je ne sais quoi. En fait, je pense qu'il savait, je suis d'accord, c'est un grand professionnel qui savait exactement ce qu'il faisait. Alors, François Bousquet. C'est un grand professionnel, c'est indiscutable, et le livre le prouve et l'administre. Simplement, au début, il y a peut-être une irruption un peu malencontreuse dans l'hyper. Il me semble que vous dites que la situation était sous contrôle, pour ainsi dire, avec toutes les guillemets d'usage, et que tout d'un coup, il y a la nervosité qui entre sur scène. En fait, l'intuition la compréhension que j'ai de cette scène et dont je fais part dans le livre, c'est que moi j'attendais le terroriste, avant l'entrée des forces de l'ordre dans le magasin, le terroriste se méfiait très peu et il se mettait parfois à découvert à l'entrée du bureau pour regarder ce qu'il se passait à l'extérieur à travers la baie vitrée du magasin. Et je m'attendais à ce moment-là. Je ne connais rien aux procédures, évidemment, des forces de l'ordre, mais il me semblait, tout à fait possible de tenter d'abattre le terroriste à ce moment-là sans risquer de me blesser. Et finalement, oui, ça n'est pas l'option qui a été prise. Les gendarmes sont entrés, le psy est entré et avec pour objectif de fixer la situation. Et finalement, ça a tout de suite abouti à une situation qui pour moi était une impasse et ça aurait pu partir à la boucherie, tourner en boucherie tout de suite, quoi. Et donc l'hypothèse que je fais dans le livre, c'est que peut-être les équipes d'intervention sur place n'avaient peut-être pas eu accès aux informations qui étaient recueillies à travers le téléphone que j'avais dans la poche et qui était le téléphone que j'avais dans la poche était en ligne avec les secours, avec le 17, et à travers ce téléphone il y a eu une mine d'informations qui a été recueillie, puisque le terroriste avait justifié de son acte, avait dit dès le début en parlant avec moi que son action était terminée, il estimait avoir tué suffisamment de gens ce jour-là, qu'il lui restait à partir en martyr en essayant de blesser au maximum les forces de l'ordre avant de mourir. Il y avait tout un tas donc d'indications, d'informations qui avaient été recueillies par le 17. Et dans le livre, je me pose la question, à savoir si les forces d'intervention, le PSIG avait été informé avait reçu toute cette masse d'informations avant d'intervenir. Et je me demande si avec ces infos, il n'aurait pas pu intervenir d'une autre manière. Et vous en voulez peut-être, François, vous voulez peut-être poursuivre votre Non, mais dans le livre, il y a beaucoup d'interrogations
en particulier sur. Alors, il y a l'interrogation centrale religieuse, mais vous y répondez. Et avant d'y venir, il y a l'interrogation de. Tout est interminable. Hein. Le procès est interminable, ça met 6 ans à se faire, ou je ne sais plus combien. Et vous parlez sur toutes ces 8 minutes hein, qui sont. Selon vous, interminables, entre le moment où le lieutenant-colonel Beltrame dit à l'assaut, et, et le moment où le GIPN intervient, alors qu'on avait une masse d'informations. Il y a plein de mystères, moi je trouve, que vous posez, et dont le procès peut-être auquel le procès permettra peut-être de répondre. Oui, je l'espère. J'ai fait récemment un gros travail sur moi-même pour diminuer mes attentes par rapport au procès, sachant nous n'aurons pas réponse à toutes nos questions. Mais effectivement, il y a des zones d'ombre. Nous sommes nombreux à nous poser ces questions-là, à espérer que ces zones d'ombre puissent être levées au procès, oui. Alors, François Bousquet, vous connaissez la règle, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, mais voilà, nous sommes avec Julie Grand pour ce livre « Sa vie » pour la Maine aux éditions Artege, et puis avec Marc Hainaut, journaliste à Valeurs Actuelles. Vue de haut. Alors nous sommes toujours avec Julie Grand pour son livre « Sa vie pour la mienne » aux éditions Artege. Alors vous nous avez raconté ce qui s'était passé à ce moment-là, donc pendant cet attentat, puis donc Arnaud Beltrame qui a pris votre place et donc qui a été égorgé par ce terroriste. Puis après, donc évidemment pour vous en remettre, ça a été très dur. Vous avez vécu une longue descente en enfer. Est-ce que vous voulez en parler? Puis après on va parler évidemment de votre conversion. C'est vrai que les années qui ont suivi l'attentat, j'ai eu l'impression d'être dans une avalanche qui n'en finissait pas. J'ai eu les premières phases de choc. J'ai ensuite vu mon couple ne pas résister à cette avalanche. Je me suis retrouvée de plus en plus seule et isolée avec ma fille. Je me suis retrouvée à devoir me battre pour la garde et les années passant, j'ai découvert aussi les procédures de prise en charge et procédures de prise en charge des victimes de terrorisme j'ai découvert les lacunes de ces prises en charge, les difficultés que ça pouvait poser. Et il y a eu donc 3 années à la suite de l'attentat qui ont été terriblement difficiles, éprouvantes, avec c'était une succession de combats et un isolement social progressif très, très dur à vivre. Et après, donc, vous avez découvert l'abbaye de la Grâce grâce à une lettre notamment qui vous ont envoyé, une lettre de soutien. Parce que l'abbaye de la Grâce est liée à Arnaud Beltrame, on va en parler avec Marc Hainaut. Tout à fait. Quelque temps après l'attentat, j'avais reçu le courrier d'un prêtre, d'un chanoine de l'abbaye, qui me tendait la main, me proposait son aide, et me disait très simplement qu'il connaissait bien Arnaud Beltrame parce qu'il le préparait au mariage religieux. Et il me proposait très simplement son aide. À l'époque, en 2018, quand j'avais lu ce courrier, le courrier d'un prêtre me faisait peur. J'avais pas encore accepté la foi. J'étais encore une athée farouche. Et la perspective de rencontrer un prêtre me faisait un petit peu peur, me rebutait un peu. Quand on est athée, on craint d'être pris dans des discussions qui sont pas faciles. Alors qu'en 2021, quand je retombe sur la lettre de ce prêtre, j'avais déjà fait un chemin, j'avais commencé à m'interroger sur la foi. J'avais des barrières qui étaient tombées, les barrières que j'avais érigées entre la foi et moi, beaucoup de barrières étaient déjà tombées. Je me posais beaucoup de questions. Et quand je suis retombée sur la lettre de ce prêtre, immédiatement, j'ai souhaité aller le rencontrer et j'y suis allée dès le lendemain matin.
j'ai poussé les grilles de l'abbaye et ça a été un virage, ça représente un tournant très important, oui. Ça marquait la fin des gros ennuis, oui. Et à ce moment-là, vous êtes entouré par des personnes croyantes et donc évidemment, ça vous pousse à vous poser des questions. En fait, j'étais prête à ce moment-là. J'avais beaucoup de questions et le fait de rencontrer une communauté de catholiques ça a été un tremplin parce que ce sont des personnes bienveillantes qui savaient répondre à des questions très basiques, qui m'ont appris à prier. Ça a l'air bête, mais c'est quand on part de zéro comme moi, sans aucune culture catholique, toutes ces petits détails, toute cette histoire, toute cette culture, toutes ces petites questions bêtes qu'on se pose, le fait d'être entouré de personnes bienveillantes et qui ont cette culture, ça a été déterminant, oui. Les chanoines aussi ont une qualité d'accueil et d'écoute qui est impressionnante. Oui. Alors, je vais donner la parole à Marc Hainaut qui, lui est toujours baigné dedans, je crois, dans la culture catholique. Oui, on m'a pas donné le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Donc chacun son chemin. C'est le principe de la foi, c'est qu'on est plongé dedans petit et arrive un moment où on choisit de le garder ou de le rejeter. Voilà, et je crois que ça a été votre choix. C'est ça. Et donc il y a un lien évidemment entre Arnaud Beltrame et l'abbaye de la Grâce. Indubitablement, ce qui est assez frappant, c'est que les chanoines de la Grâce se sont installés donc dans cet ancien monastère bénédictin il y a, je ne saurais plus vous dire exactement la date, mais une bonne vingtaine d'années. Et ces chanoines, donc, ils sont dans l'Aude qui est un des départements les plus déchristianisés de France, donc il y avait déjà, je pense, une volonté de s'installer dans une terre de mission. Et en tout cas, c'est parmi ces chanoines que Arnaud Beltrame venait se ressourcer, venait entretenir sa foi. Et c'était surtout un de ces chanoines, donc le père Jean-Baptiste, qui a écrit la postface du livre, qui préparait Arnaud et Marielle Beltrame au mariage religieux qui devait se dérouler le 9 juin de la même année, donc quelques mois après. Et en tout cas, ce que donc, le son de cloche qu'on a du côté des chanoines, c'est qu'Arnaud Beltrame était réellement un catholique ultra fervent, mais un catholique sur le tard, entre guillemets, puisque il a retrouvé la foi vers 33 ans. Enfin, c'est quelqu'un qui est né dans une famille on va dire catholique sans beaucoup de pratique, et il s'en est éloigné, et à 33 ans il est revenu à la foi de manière assez radicale. Et en tout cas, tous les témoignages de ceux qui l'ont préparé au mariage, qui l'ont connu dans ces moments-là, font état vraiment d'une personnalité pas mystique parce qu'il était beaucoup trop rationnel et concret et incarné pour ça, mais en tout cas une réelle aspiration à la verticalité, une réelle aspiration au ciel en tout cas. Et l'abbaye de la Grâce aussi connaît un rayonnement incroyable dans la région et en France. Enfin, il y a plusieurs personnalités qui y sont passées, notamment. Bien sûr, beaucoup d'écrivains, ce qui avait fait enrager d'ailleurs une partie de la municipalité de la Grâce qui organisait des salons du livre un petit peu tous les ans et qui a vu les plus grands écrivains français venir à la Grâce, mais chez les chanoines. Ça crée une situation assez cocasse et un peu complexe d'ailleurs de cohabitation entre les chanoines et les habitants. Mais en tout cas, c'est un lieu qui rayonne et c'est un lieu où les chanoines d'ailleurs sont aussi connus d'ailleurs pour la qualité extrême de leur préparation au mariage. Il y a énormément de fiancés catholiques qui viennent faire leur retraite et font des centaines de kilomètres pour se faire préparer au mariage par les chanoines de la Grâce. Et c'était le cas d'Arnaud Beltrame. François Bousquet. Un énorme contraste dans votre témoignage entre le suivi psychologique de l'État, du fonds de garantie, où vous vous noyez manifestement, en tout cas vous avez la plupart du temps, et puis la psychologie impuissante, la foi ne l'est pas, la psychologie n'arrive pas, il n'y a pas de psychologie de réparation, il y a une chirurgie de réparation, on s'est blessé physiologiquement. Et manifestement, oui, il y a un miracle. Je voulais simplement vous dire que votre témoignage le ton était toujours juste. Quand vous pleurez pendant 1 an sans vous en rendre compte aux offices de la Grâce. Le lecteur pleure, lui s'en rend compte à votre différence. Vraiment, c'est un livre très touchant. Merci.
Et donc là, d'un point de vue de votre conversion, vous en avez parlé aussi donc aux proches d'Arnaud Beltrame, comment ils le ressentent? Est-ce qu'ils voient leur fils comme justement quelqu'un qui a été un témoignage jusqu'à la fin finalement, un vrai martyr dans le sens chrétien du terme, oui. J'ai eu l'immense chance de rencontrer son épouse, qui est un être exceptionnel également. C'est avec elle que j'ai pu échanger, que j'ai pu en apprendre beaucoup sur Arnaud. Répétez-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Oui. pour vous, Arnaud Beltrame est un témoin, enfin martyr veut dire en grec témoin justement de l'Évangile, enfin véritablement a été un témoin jusqu'à le dernier moment de sa vie. Et c'est ça aussi qui vous a converti entre guillemets. Alors, Ça a participé à votre conversion. Oui, Arnaud est une des figures pour lesquelles je me suis dit, bien tiens, quelqu'un de très 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 intelligent, très sensé, mais pourquoi s'est-il tourné vers la foi? Il n'est peut-être pas dans l'erreur. Toutes ces personnes-là sont peut-être pas dans l'erreur. Il faut que j'aille voir. Et ça a contribué a largement contribué à mon chemin, oui. Marc Hainaut là-dessus, justement sur la figure de martyr d'Arnaud Beltrame. En fait, c'est fascinant parce qu'on parle justement des espèces de chemins un peu tortueux vers la psychologie, le fonds de garantie, la réparation des témoins, cette médaille absurde qu'on veut donner aux survivants d'attentats, comme si ça permettait de me jeter un voile pudique en fait sur les souffrances subies. La trajectoire d'Arnaud face à Radouane Lagdim, pour moi, elle est d'une simplicité absolument hallucinante qui tranche justement avec les complexités, les labyrinthes de l'administration française pas toujours compétente. Moi, quand j'ai vu cet attentat de Trèbes et le geste d'Arnaud Beltrame, et après en avoir parlé avec Julie, il y a vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Pour moi, j'ai vraiment mis ça en lien avec l'affaire Mohamed Merah et cette phrase absolument terrible et d'une clarté aussi limpide de Mohamed Merah: nous aimons la mort comme vous aimez la vie. Et j'ai trouvé qu'en fait, dans cette opposition Beltrame-Lagdim, il y avait vraiment un combat au fond extrêmement simple entre le bien et le mal, entre celui qui veut tuer et celui qui veut sauver. Et on voit qui a gagné puisque tout le monde a oublié le nom de Radouane Lagdim. Il a fallu le procès pour que les gens se le remémorent, et le monde entier a retenu le mot d'Arnaud Beltrame. C'est faire un peu de mystique dans une affaire terrible, et dans une affaire qui a brisé des vies, et qui et sans doute la mystique n'explique pas tout, mais en tout cas, puisqu'il faut chercher un sens à ces épreuves-là, j'ai trouvé vraiment que cette opposition rappelait au fond qu'on peut s'en mêler dans tous les sens, on peut trouver des raisons absurdes à tout, mais qu'il y aura au fond toujours le bien et le mal qui s'affronteront. Et Arnaud, au fond, son geste a simplifié au fond l'équation. Il y a le bien, il y a le mal, et le reste en fait n'est que littérature. Et justement, le reste n'est que littérature. Il y a ce procès qui se déroule en ce moment même. Vous attendez quelque chose de ce procès? Ça a été tellement long, tellement d'administratif pour finalement pas grand-chose. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Vous attendez des réparations? Je n'arrive pas à... Je me refuse en fait à y penser. J'ai peur d'être déçue. Pour moi, c'est une très bonne chose qu'on remette toute l'histoire bien à plat sur la table, tous les éléments, que ce soit un moment pour reparler de toute cette histoire et de ces drames individuels, d'en reparler publiquement, de reparler de l'action d'Arnaud Beltrame. Mais sur l'issue du procès, je bloque mon cerveau. Je m'interdis d'en attendre quelque chose de très précis. J'ai peur d'être déçue. Ce qui est sûr, c'est que comme pour n'importe quelle victime d'injustice, on a besoin que le procès ait lieu, et on a besoin qu'il soit derrière nous. J'ai besoin que ce procès soit derrière moi. Je pense que je me sentirai, quoi qu'il en soit, un tout petit peu plus légère après. Après, oui. Et Oui. Marc Hainaut, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès?
En fait, pour revenir un petit peu sur les accusations de légèreté qu'aurait fait preuve Arnaud Beltrame, cette erreur qu'il aurait faite, il y a eu beaucoup trop d'erreurs dans cette affaire. Pourquoi est-ce que les renseignements généraux ont envisagé d'abaisser leur surveillance de ce terroriste ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un scénario à la Mohamed Merah, finalement, d'un terroriste utilisé comme un agent entrant et qui est finalement échappé à tout contrôle ? Pourquoi s'est-il écoulé 8 minutes entre l'appel au secours d'Arnaud et l'intervention du GIGN ? Il y a énormément de questions dans ce procès. Je trouve que Julie a la bonne réaction qui est de se dire on n'aura peut-être pas des réponses à toutes ces questions puisqu'il y a sans doute des questions qui relèvent du secret d'État ou d'autres choses. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que ce livre et ce procès permettront à beaucoup de personnes aussi de tourner la page peut-être. Et en tout cas, je trouve que le témoignage de Julie est une très belle chose et que le geste d'Arnaud continuera d'inspirer beaucoup de monde en dehors de toute considération politique. Allez, merci à tous d'être venus ce matin avec nous. Merci Julie Grand. Je rappelle le titre de votre livre, Sa vie pour la mienne, aux éditions Artege. Merci parce qu'on sait que c'est pas facile pour vous évidemment d'en parler. Merci à vous Marc Hainaut. Je rappelle que vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, auteur de ce livre Qui en veut aux catholiques aux éditions Artege. Et merci à vous François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Merci à tous et à très vite j'espère.